Abonez vous, Elochain. RVE's Dorer. Et laissez unlike, Aidas la chain, said Evilopper. La brume dense qui flottait au-dessus du manoir semblait distordre le temps et l'espace, comme si la réalité elle-même était engloutie par quelque chose d'inconnu. La maison de Dona Yaya, érigée comme un monument à la douleur et à l'oubli, s'imposait en silence au cœur du quartier de Bixiga, cachant des secrets que peu osaient percer. Construite en 1887, lorsque Sebastiana de Melo naquit, la maison était le symbole du pouvoir et de la richesse de sa famille. Mais les murs luxueux abriteraient non seulement une héritière, mais aussi une ombre croissante qui consumerait tout autour d'elle. Sebastiana, ou Yaya comme on l'appelait, ne connaissait pas l'obscurité qui l'attendait. Dans sa jeunesse, elle avait été une jeune fille charmante, avec une lueur dans les yeux qui fascinait tout le monde. Cependant, la mort soudaine de ses parents et la perte subséquente de ses frères et sœurs semblaient ébranler les fondements de la réalité pour la jeune Yaya. Au début, le deuil l'avait envahi, mais rapidement, quelque chose de bien plus sinistre commença à se manifester. Les employés de la maison commencèrent à remarquer des comportements étranges. Yaya passait des heures à murmurer seule dans sa chambre, fixant le miroir, comme si quelqu'un l'observait de l'autre côté. Ce qui avait commencé comme des chuchotements incohérents s'était rapidement transformé en cris terrifiants pendant la nuit. Des cris qui résonnaient dans le manoir, pénétrant les esprits de tous ceux qui y travaillaient, comme une mélodie sinistre de désespoir. C'était comme si la maison elle-même réagissait à sa douleur, se nourrissant de son souffrance croissante. Peu à peu, la jeune femme s'isolait. Elle évitait la lumière du soleil, préférant errer dans les pièces sombres et froides, murmurant des mots incompréhensibles. La nuit, les serviteurs juraient entendre une seconde voix, plus grave et froide, répondant aux murmures de Yaya. Mais personne n'osait l'affronter. Ses yeux, autrefois vifs et curieux, reflétaient maintenant quelque chose de profond, une obscurité que personne ne pouvait comprendre. Les années passèrent, et le comportement de Yaya ne fit qu'empirer. Les médecins appelés pour examiner son état parlaient de troubles mentaux, quelque chose que la science de l'époque peinait à comprendre. Pourtant, il y avait quelque chose dans la maison, quelque chose dans la présence même de Yaya, qui faisait frissonner les visiteurs. Ce n'était pas seulement une maladie, c'était comme si des forces anciennes, cachées dans les ombres du monde, s'étaient approchées d'elle. Les décès dans la famille frère ne cessèrent pas. 2 autres proches succombèrent à d'étranges accidents, et des chuchotements commencèrent à pointer la jeune héritière. Certains disaient qu'elle apportait avec elle une malédiction, d'autres, plus audacieux, croyaient qu'elle avait fait un pacte sinistre avec l'au-delà. La vérité, cependant, était bien pire. Une nuit, pendant l'une des tempêtes les plus violentes que Sao Paulo ait jamais connues, des cris encore plus intenses que d'habitude résonnèrent dans le manoir. Les tonnerres semblaient répondre aux hurlements de Yaya, et les éclairs illuminaient les fenêtres de la maison comme si la nature elle-même était en harmonie avec l'horreur qui s'y déroulait. Lorsque les employés coururent vers la chambre de la jeune femme, ils la trouvèrent étendue sur le sol, le corps contorsionné de manière grotesque, les yeux écarquillés et fixés au plafond, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Elle survécut à cette nuit-là, mais ce qui restait de l'ancienne Yaya avait disparu pour toujours. Avec le temps, la famille décida que Yaya devait être maintenue en réclusion, loin des regards du public. Le manoir devint sa prison. Enfermée dans ses appartements, la jeune femme, désormais adulte, passait ses jours et ses nuits en complet isolement. La maison, qui autrefois exhalait la vie et le luxe, était devenue un mausolée de murs froids et de couloirs vides. Peu d'employés osaient y rester longtemps, la peur les consumait. On disait que la maison murmurait la nuit, que des voix anciennes, venant d'un endroit oublié, résonnaient dans les couloirs. Dans les rares moments où elle était vue, Yaya ne semblait plus humaine. Sa peau était pâle comme le marbre, ses yeux enfoncés et sans vie, murmurant toujours des mots dans une langue que personne ne reconnaissait.
Lorsque quelques courageux osaient s'approcher d'elle, un rire bas et perturbant s'échappait de ses lèvres, comme si elle partageait un secret avec quelque chose d'invisible au monde extérieur. Rapidement, même les employés les plus fidèles partirent, laissant la maison à l'abandon, avec Yaya et ses fantômes. Mais ceux qui passaient dans la rue la nuit juraient avoir vu la silhouette d'une femme aux fenêtres, toujours observant, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Les légendes sur la maison commencèrent à se répandre. L'idée que l'âme de Yaya était piégée dans cet endroit gagna rapidement en force. Les récits de visiteurs ayant ressenti des frissons inexplicables, ayant entendu des rires macabres résonnant dans les couloirs ou ayant vu des portes se fermer seules, devinrent fréquents. Beaucoup croyaient que Yaya n'était jamais vraiment morte. Son corps avait péri, mais son âme, alimentée par le tourment et par les voix qui la hantaient, demeurait vivante, errant dans le manoir. Il y avait encore beaucoup à dévoiler dans la vie mystérieuse de Dona Yaya et dans les horreurs que son manoir cachait. Les années s'écoulaient, et le manoir de Dona Yaya s'enfonçait de plus en plus dans un silence sinistre. Les rares visites que la maison recevait étaient rares et se terminaient toujours par les mêmes mots « Il y a quelque chose de mauvais dans cet endroit ». La réclusion de Yaya n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Quelque chose là, caché dans les ombres, semblait guetter, comme si la maison était vivante, attendant le moment opportun pour se manifester. À un certain moment, Yaya ne recevait plus la lumière du jour. Ses fenêtres, autrefois grandes et ornées, furent scellées avec des planches épaisses. L'odeur de bois pourri et de moisi s'infiltrait dans les pièces. Les quelques employés restants évitaient sa chambre, mais la nuit, ils pouvaient entendre des murmures bas et inquiétants s'échapper par les fissures de la porte. Quelque chose, ou quelqu'un, continuait à lui parler. Bien que ces mots fussent incompréhensibles, ils apportaient un poids de désespoir et de folie. Dans la ville, les rumeurs s'intensifiaient. L'histoire de Dona Yaya avait cessé d'être une simple tragédie familiale pour devenir un récit d'horreur. On disait qu'en arrière des planches et des rideaux, Yaya parlait avec des entités de l'autre côté, des êtres dont la présence seule elle pouvait sentir. Elle était lentement consumée par des forces que personne ne pouvait nommer, mais qui semblaient affamées par son âme. Un jour, un jeune médecin, audacieux et sceptique, fut appelé pour évaluer son état. Il avait entendu les histoires, mais en tant qu'homme de science, il refusait de croire aux superstitions. En entrant dans la maison, il ressentit un froid intense, presque surnaturel, qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Mais ce n'était pas cela qui le perturbait. Lorsque finalement il s'approcha de la chambre de Yaya, quelque chose en lui hésita. La sensation d'être observé le prit par surprise. Ce n'était pas la présence d'une personne vivante. C'était quelque chose de plus dense, de plus ancien, comme si les ombres avaient des yeux. En ouvrant la porte de la chambre, la vision le hantait pour le reste de sa vie. Yaya, désormais une figure fragile et squelettique, était assise sur une chaise berçante, ses longs cheveux emmêlés couvraient une grande partie de son visage. Mais ce qui lui glaça le sang fut le faible sourire qu'elle afficha en le voyant. Ce n'était pas un sourire d'accueil, mais quelque chose de chargé de malveillance, comme si elle savait quelque chose qu'il ne savait pas. Les mots qui sortirent de sa bouche, presque dans un murmure, résonnèrent dans la chambre vide. « Ils sont là. Tu ne les vois pas ?» Le médecin sortit rapidement, incapable de formuler une réponse. Son esprit, autrefois logique et rationnel, avait été ébranlé. Il ne revint jamais au manoir. Après l'incident avec le médecin, le mystère entourant Dona Yaya ne fit que croître. Personne d'autre n'osa franchir les portes de la propriété. Même les derniers serviteurs, consumés par la peur, commencèrent à quitter la maison un à un, jusqu'à ce que, finalement, Yaya se retrouva complètement seul. Le manoir, désormais dépourvu de vie humaine, semblait acquérir un caractère propre, une présence maléfique qui dominait tous les coins. Mais ce fut après la mort officielle de Yaya, en 1961, que la véritable terreur s'installa. Bien que son corps ait été enterré,
l'esprit de Yahya semblait ne pas avoir quitté les lieux. Des témoins affirmaient voir sa silhouette pâle et fantomatique à la fenêtre, avec les mêmes yeux vitreux qui terrifiaient tout le monde. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans son regard, comme si elle attendait encore quelqu'un, ou quelque chose. Les visiteurs qui, par curiosité morbide, osaient s'approcher de la maison la nuit, rapportaient des rencontres avec des phénomènes troublants. Des cris stridents déchiraient le silence de la nuit. Les murs de la maison, vieux et décadents, craquaient comme si quelque chose les pressait de l'intérieur. Il y avait des récits de personnes qui, en passant par le portail, ressentaient une main invisible les repousser, comme si l'esprit de Yahya protégeait l'endroit. L'une des histoires les plus connues est celle d'un groupe d'étudiants qui, motivés par la légende, décidèrent d'enquêter sur la maison lors d'une nuit d'automne. Ils avaient entendu parler des événements surnaturels, avec une bravoure insensée, résolurent d'explorer les lieux. En entrant, ils sentirent immédiatement l'air lourd, presque impossible à respirer. Mais ce qui les paralysa réellement fut le bruit. Des rires d'enfants doux et légers, comme si un enfant jouait dans les pièces abandonnées. À chaque pas qu'ils faisaient, les rires devenaient plus forts, plus proches. Les fenêtres se fermaient avec des fracas assourdissants, et les ombres sur les murs semblaient se contorsionner, formant des silhouettes humaines. Lorsqu'ils arrivèrent dans la salle principale, une porte s'ouvrit avec un grincement long et douloureux, révélant la chambre de Yahya. Au centre, une chaise berçante. Et, pendant un bref instant, ils jurèrent avoir vu la silhouette d'une femme assise dessus, les longs cheveux en désordre couvrant son visage, comme un voile de désespoir. Paniqués, les étudiants s'enfuirent, mais quelque chose avait changé. L'un d'eux, quelques semaines plus tard, commença à exhiber les mêmes signes que, des décennies auparavant, avaient affecté Yahya. Il murmurait seul, regardant toujours le vide, et disait entendre des voix. Son destin fut tragique, tout comme celui de Dona Yahya. La légende du manoir ne cessa de croître. L'endroit, encore aujourd'hui, demeure un mystère, un souvenir silencieux que certaines âmes ne trouvent jamais la paix. Le manoir de Dona Yahya, désormais totalement enveloppé par des histoires de hantise, devenait une attraction sinistre. Même ceux qui n'avaient jamais mis les pieds dans cet endroit connaissaient les histoires, et, comme si le destin lui-même conspirait, la maison attirait curieux, sceptiques et ceux qui cherchaient un contact avec le surnaturel. La peur et le fasciné allaient de pair. Cependant, avec le temps, le lieu fut officiellement cédé à l'université de Sao Paulo, qui décida de transformer l'ancienne résidence en un centre culturel. Les rénovations commencèrent, mais rapidement, les ouvriers se heurtèrent à une série d'événements inexplicables. Des marteaux disparaissaient mystérieusement, des outils changeaient de place, et des ombres semblaient se mouvoir lorsque personne ne les regardait directement. Certains disaient ressentir une présence constante, comme s'ils étaient surveillés. La sensation que Yahya habitait encore cet espace devenait indéniable pour beaucoup. Un jour, lors de la démolition d'un vieux mur, les travailleurs trouvèrent quelque chose de macabre. Caché entre les planches, un vieux journal, poussiéreux et presque désintégré par le temps. Le journal, qui appartenait à Yahya elle-même, était rempli de gribouillis désordonnés, de mots déconnectés qui faisaient peu de sens. Mais parmi les pages jaunies, il y avait des extraits qui glacèrent le sang de ceux qui les lirent. Ils viennent la nuit. Je ne peux pas voir leur visage, mais je sens leurs mains froides. La chambre n'est jamais vide. Ils parlent avec moi, m'appellent toujours. Ils disent que la maison est à eux, mais elle m'appartient encore. Je suis la gardienne. Les dernières paroles étaient les plus troublantes. Je ne partirai pas. Ils devront attendre après moi. Cela scella le destin de la maison. Bien que l'université ait poursuivi ses plans de transformation en centre culturel, peu osaient entrer seuls dans les couloirs sombres. Les gardes effectuant la ronde nocturne rapportaient des bruits inexplicables, des pas résonnants dans les escaliers, des rires lointains, et même l'image d'une femme errant parmi les ombres. Cependant,
Ce n'était pas seulement l'esprit de Dona Yaya qui hantait les lieux. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui était là bien avant elle. Les murs portaient le poids d'une énergie ancienne, et certains chercheurs et historiens commencèrent à enquêter sur les origines de la propriété. Ils découvrirent que le terrain sur lequel le manoir avait été construit appartenait, dans le passé, à une ancienne ferme coloniale, où des rituels d'esclavage et de violence extrême avaient eu lieu. On disait que les cris des âmes tourmentées résonnaient dans les lieux, créant une atmosphère dense, suffocante. Ce que beaucoup ne savaient pas, c'est qu'avant que le manoir ne soit érigé, ce sol avait déjà été consacré à quelque chose d'obscur. Une légende bien plus ancienne que Yaya, oubliée dans les plis du temps, impliquait les premiers colons de la région. Selon les récits récupérés dans de vieux documents, des rituels païens auraient été réalisés là pour apaiser des forces invisibles, des esprits de la terre qui, une fois troublés, ne permettaient jamais la paix des vivants. Sebastiana, en s'isolant, semblait avoir réveillé ses forces endormies. Sa vulnérabilité mentale et spirituelle l'avait transformée en une sorte de conductrice pour ces spectres, et au lieu de les apaiser, elle les avait nourris. Chaque chuchotement qu'elle entendait, chaque vision qu'elle avait, n'était pas seulement le fruit de son esprit fragmenté. Elle était devenue partie d'un cycle bien plus terrifiant, un cycle qui avait déjà consumé d'autres avant elle et qui continuerait à revendiquer de nouvelles victimes. Parmi les légendes qui entourent le manoir, l'une des plus glaçantes concerne un vieux miroir qui se trouvait dans la chambre de Dona Yaya. On disait que le miroir, avec son cadre en bois sombre et ses gravures intriquées, était la fenêtre par laquelle Yaya communiquait avec les autres. Les employés juraient que, certaines nuits, en nettoyant le miroir, ils pouvaient voir des formes indistinctes se mouvoir derrière leur propre reflet, comme si quelque chose guettait de l'autre côté. Au fil des années, le miroir était devenu un objet maudit. Les visiteurs qui osaient l'affronter trop longtemps rapportaient des visions troublantes, des visages défigurés, des silhouettes encapuchonnées et des scènes de violence. Certains affirmaient qu'en plongeant leur regard dans le miroir, ils pouvaient entendre une voix douce et macabre les appelant par leur nom. Ceux qui passaient le plus de temps devant le miroir décrivaient la sensation d'être attirés à l'intérieur, comme si le verre était liquide et que le monde au-delà voulait les engloutir. On racontait même que Yaya, dans ses moments de folie les plus profonds, croyait que le miroir était une porte vers un autre monde, un royaume où ses tourments physiques cesseraient, mais son âme ne trouverait jamais le repos. Elle passait des heures devant le miroir, chuchotant, riant seule, traçant des lignes invisibles dans l'air comme si elle tentait d'ouvrir ce passage vers l'au-delà. Quand elle mourut enfin, on dit que le miroir devint noir pendant 3 jours entiers, ne reflétant que le vide. Après ce temps, la surface retrouva son apparence normale, mais personne n'osa plus rester trop longtemps devant lui. Au fil des ans, la renommée de la maison de Dona Yaya se répandit, attirant non seulement les curieux, mais aussi des enquêteurs paranormaux et des praticiens de l'occulte. Une équipe d'experts décida qu'il était temps d'affronter les mystères entourant la maison. Armés d'équipements d'enregistrement et de caméras haute définition, ils se préparèrent pour une longue nuit de veille. En entrant dans la maison, l'atmosphère les enveloppa immédiatement, comme une brume glaciale semblant descendre des murs. La première heure fut calme, mais la tension augmentait à mesure que l'obscurité devenait plus profonde. Des chuchotements inexplicables commencèrent à résonner, presque comme des échos de conversations passées. À des membres de l'équipe, une sensitive nommée Anna, commença à sentir une pression sur sa poitrine, comme si quelque chose essayait de communiquer avec elle. Elle s'éloigna alors du groupe et se dirigea vers la chambre de Yaya, où se trouvait le vieux miroir. Avec une lampe de poche à la main et le cœur battant, Anna fit face au reflet. Au début, elle ne vit rien d'autre que son propre visage, mais au fur et à mesure que le temps passait, l'image commença à changer. Elle vit une ombre se former derrière elle, une silhouette sculptée dans les ténèbres, avec des yeux qui semblaient briller comme du charbon enflammé. Sur un coup de tête, Anna tendit la main vers le miroir, comme si elle voulait toucher ce qui était là.
À ce moment-là, un cri perçant résonna dans la maison, faisant courir le reste de l'équipe dans sa direction. En entrant dans la chambre, ils trouvèrent Anna paralysée, les yeux fixés sur le miroir. Sa respiration était rapide et haletante, et l'expression sur son visage reflétait une terreur absolue. « Elle est ici !» s'écria Anna, et avant qu'elle puisse expliquer, la lampe de poche qu'elle tenait s'éteignit, plongeant la chambre dans une obscurité totale. Le groupe, terrifié, commença à entendre des rires d'enfants résonner dans l'espace, mêlés à une voix grave disant « Elle n'est plus à vous. Elle est à nous. » La terreur s'empara du groupe. En essayant de fuir la chambre, les portes se fermèrent avec fracas, comme si une force invisible contrôlait la maison. Un à un, ils commencèrent à ressentir un poids insupportable sur leur poitrine, comme si quelque chose drainait leurs énergies. Les lumières des caméras clignotaient, capturant des éclairs d'images que personne ne voulait voir. Des ombres dansaient sur les murs, formant des figures grotesques qui semblaient se nourrir de leur peur. Anna, reprenant momentanément ses esprits, commença à psalmodier une prière ancienne qu'elle connaissait. Les mots sortaient de ses lèvres comme un mantra, chaque syllabe vibrant dans l'air lourd de la salle. Elle sentait que, d'une certaine manière, cela pourrait éloigner la présence sombre. Cependant, la réponse vint sous la forme d'une vague de froid percutante, comme si l'air même était retiré de ses poumons. « Tu ne peux pas nous arrêter », la voix sombre résonna, faisant écho dans les murs de la chambre. « Nous sommes ici depuis avant que tu n'existes, et nous avons faim. » Avec un dernier effort, Anna se dirigea vers le miroir et, dans un acte désespéré, toucha sa surface. Le reflet l'absorba, et en un instant, l'équipe vit une lumière intense illuminer la chambre. Puis, dans un éclair, Anna disparut. Le silence qui suivit fut assourdissant, et le groupe resta paralysé, ne sachant comment réagir. Au moment où les portes s'ouvrirent enfin, ils coururent, sans regarder en arrière, laissant la maison de Dona Yaya avec le cœur battant et le corps gelé. Ce qui était arrivé à Anna resta à jamais dans l'air, un mystère qui résonnerait dans les conversations sur la maison. L'histoire de l'équipe d'enquêteurs se répandit rapidement, ajoutant une nouvelle couche à la légende de Dona Yaya. Ceux qui entendirent ce qui était arrivé devinrent encore plus prudents. La maison, maintenant un monument à l'inconnu, attirait à la fois les curieux et les craintifs. Et à mesure que de plus en plus de personnes commençaient à s'approcher du manoir abandonné, plus d'échos du passé commençaient à ressurgir. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Lucas, un étudiant en histoire qui avait toujours été fasciné par les histoires de hantises et par la vie tragique de Dona Yaya. Il passait des heures à la bibliothèque de l'université à rechercher des informations sur la maison, sentant qu'il y avait d'une manière ou d'une autre une connexion avec le passé qui devait être déchiffré. Au cours de ses investigations, Lucas trouva des références à d'anciens rituels qui avaient été réalisés sur la propriété bien avant que Yaya n'y vive. Les archives parlaient de cérémonies pour apaiser les esprits troublés, qui étaient offerts aux dieux ancestraux en échange de protection et de prospérité. Mais les rituels furent interrompus brusquement lorsque le manoir fut construit, provoquant la colère des êtres qui habitaient le sol. Lucas décida qu'il devait se rendre à la maison, non seulement par curiosité, mais pour comprendre le lien entre les esprits du passé et les phénomènes qui tourmentaient encore la propriété. Il rassembla quelques amis, lors d'une nuit de pleine lune, entra dans la maison avec des lampes de poche, des caméras et un cœur plein de courage. Dès qu'ils franchirent le seuil de l'entrée, ils ressentirent le même froid mordant que les autres visiteurs avaient rapporté. L'air était lourd, presque suffocant, et l'atmosphère vibrait d'une énergie qui leur faisait sentir qu'ils étaient observés. En explorant, les ombres semblaient s'agiter, comme si elles dansaient en réponse à leur présence. En arrivant dans la chambre de Dona Yaya, Lucas décida qu'il était temps d'effectuer un petit rituel. Il avait appris quelques mots de protection et espérait que cela pourrait apaiser les âmes troublées de la maison. Avec un cercle de sel qu'il traça sur le sol et quelques bougies qu'il alluma, il commença à chanter les mots qu'il avait étudiés.
Cependant, à mesure que les mots sortaient de sa bouche, une force invisible commença à réagir. Les bougies vacillaient violemment, et un vent fort surgit de nulle part, faisant en sorte que les ombres autour semblaient prendre vie. Lucas se sentait renforcé par la connexion avec l'histoire, mais en même temps terrifié par la réponse qu'il était en train d'évoquer. Puis, un rire guttural et profond résonna dans la pièce. L'atmosphère changea radicalement, et les murs semblèrent pulser, comme si quelque chose se réveillait. Lucas ne comprenait pas ce qui se passait, mais savait que les forces qu'il avait tenté d'apaiser étaient maintenant bien plus éveillées. « Que voulez-vous » cria-t-il, la voix tremblante. « Si vous êtes un esprit, dites ce dont vous avez besoin. » Et, pour son horreur, les réponses commencèrent à surgir. Des voix en chœur résonnèrent dans la pièce, se mêlant à des rires et à des cris. Le mur derrière lui se déforma, révélant une ombre humaine, une figure encapuchonnée qui semblait se tordre dans un cauchemar. Lucas, rassemblant son courage, fit un mouvement pour avancer, mais la figure se dissipa dans un flou sombre, disparaissant en un instant. L'atmosphère dans la chambre de Dona Yaya devenait de plus en plus oppressive. Les voix résonnaient, grandissant en intensité, comme si un cœur d'âme tourmenté appelait à la libération. Lucas ressentit un frisson parcourir son échine, et une peur profonde commença à envahir lui et ses amis. La figure encapuchonnée avait disparu, mais la sensation que quelque chose de maléfique s'apprêtait à se manifester grandissait. Désespéré de calmer les esprits, Lucas se souvint d'un passage qu'il avait lu dans ses études sur un ancien rituel de libération. Il savait qu'il aurait besoin de courage et de détermination pour exécuter ce qu'il s'apprêtait à faire. Si les voix appelaient à l'aide, il ne pouvait pas reculer. Avec un profond soupir, Lucas se tourna vers ses amis. « Nous devons le faire ensemble. Si nous sommes forts, peut-être pourrons-nous aider ces âmes à trouver la paix. » Ils acquiescèrent, leurs expressions reflétant un mélange de peur et de détermination. Lucas commença à chanter les mots du rituel qu'il avait mémorisé, demandant pardon et compréhension au nom des âmes piégées. Ses amis se joignirent à lui, formant un cercle autour de l'espace, leurs mains unies et leurs cœurs battant à l'unisson. Dès qu'ils commencèrent, les bougies dans la pièce brillèrent intensément, illuminant les visages des jeunes prêts à affronter l'inconnu. À mesure que le rituel avançait, une présence forte commença à se manifester. L'air devint glacial, et l'ombre qui avait disparu précédemment commença à se reformer. Cette fois, elle était plus intense, plus proche. Les yeux de la figure semblaient brûler comme des braises, et un rire cruel résonna dans la pièce, brisant la sérénité du moment. « Vous pensez pouvoir me stopper ?» La voix résonna, grave et déformée. « Je suis la gardienne de cet endroit. Ici, vous ne trouverez pas la paix, seulement de la douleur. » Les mots de l'entité résonnaient avec un pouvoir si intense que les amis de Lucas hésitèrent, leurs mains tremblant. Mais il ne recula pas. Il sentit que la seule façon de briser le cycle de douleur était d'affronter cette force sombre de front. Il continua à répéter les mots du rituel, et sa voix, contrairement à ses mains, devenait de plus en plus ferme. Alors que Lucas se concentrait, quelque chose commença à changer. Les voix des âmes tourmentées devinrent plus claires, plus proches, et les ombres sur les murs semblaient s'agiter en réponse. Il pouvait sentir la présence de Dona Yaya s'approcher, comme une lumière dans l'obscurité. La figure encapuchonnée commença à hésiter, reculant au fond de la chambre. « Dona Yaya, » dit Lucas, sa voix pleine de compassion. « Si tu es ici, nous avons besoin de ton aide. Ne laisse pas ces forces te dominer. Libère-toi. » Avec un cri qui résonna à travers la maison, la figure se dissipa en un nu d'ombre, et les voix commencèrent à se mêler en une lamentation aiguë. La chambre devint plus froide, et le sol semblait trembler sous leurs pieds. Les bougies commencèrent à s'éteindre une à une, et un silence sépulcral envahit l'environnement. Enfin, dans un dernier effort, Lucas cria « Libère-toi et trouve la paix ». À cet instant,
une lumière intense jaillit du miroir, enveloppant la pièce d'un éclat éblouissant. Lucas ressentit une vague de chaleur et de lumière remplissant l'espace, comme si toute la maison s'illuminait. La figure encapuchonnée poussa un cri de rage et de douleur avant d'être engloutie par la lumière, disparaissant dans un éclat doré. Dès que la lumière disparut, un profond silence envahit la chambre. Lucas et ses amis, épuisés et étourdis, échangèrent des regards, incrédules face à ce qui venait de se passer. Le miroir, autrefois opaque et sombre, réfléchissait désormais une image claire et sereine, comme si la maison avait enfin trouvé la paix. Les jeunes se sentirent soulagés, mais une profonde tristesse s'empara d'eux. Ils savaient qu'ils avaient affronté des forces allant bien au-delà de la compréhension humaine. Même s'ils avaient réussi à aider les âmes, l'expérience avait laissé ses marques. Les légendes sur Dona Yaya et sa maison ne cesseraient jamais d'exister, mais maintenant, il y avait une nouvelle histoire, une de libération. Avec le cœur lourd, ils quittèrent la maison, sentant que, d'une certaine manière, la présence de Yaya et des âmes qui l'accompagnaient avait enfin trouvé le repos. En franchissant le seuil de la porte, Lucas se retourna et vit une figure féminine en robe blanche, avec un sourire doux et reconnaissant. C'était Dona Yaya, enfin libre. La maison, bien qu'elle demeure un mystère pour beaucoup, était devenue un symbole d'espoir et de rédemption. Et alors que le soleil se couchait derrière les collines, l'obscurité qui avait autrefois dominé la maison fut remplacée par la lumière de la libération. La brume dense qui flottait au-dessus du manoir semblait distordre le temps et l'espace, comme si la réalité elle-même était engloutie par quelque chose d'inconnu. La maison de Dona Yaya, érigée comme un monument à la douleur et à l'oubli, s'imposait en silence au cœur du quartier de Bixiga, cachant des secrets que peu osaient percer. Construite en 1887, lorsque Sebastiana de Mellofrère naquit, la maison était le symbole du pouvoir et de la richesse de sa famille. Mais les murs luxueux abriteraient non seulement une héritière, mais aussi une ombre croissante qui consumerait tout autour d'elle. Sebastiana, ou Yaya comme on l'appelait, ne connaissait pas l'obscurité qui l'attendait. Dans sa jeunesse, elle avait été une jeune fille charmante, avec une lueur dans les yeux qui fascinait tout le monde. Cependant, la mort soudaine de ses parents et la perte subséquente de ses frères et sœurs semblaient ébranler les fondements de la réalité pour la jeune Yaya. Au début, le deuil l'avait envahi, mais rapidement, quelque chose de bien plus sinistre commença à se manifester. Les employés de la maison commencèrent à remarquer des comportements étranges. Yaya passait des heures à murmurer seule dans sa chambre, fixant le miroir, comme si quelqu'un l'observait de l'autre côté. Ce qui avait commencé comme des chuchotements incohérents s'était rapidement transformé en cris terrifiants pendant la nuit. Des cris qui résonnaient dans le manoir, pénétrant les esprits de tous ceux qui y travaillaient, comme une mélodie sinistre de désespoir. C'était comme si la maison elle-même réagissait à sa douleur, se nourrissant de son souffrance croissante. Peu à peu, la jeune femme s'isolait. Elle évitait la lumière du soleil, préférant errer dans les pièces sombres et froides, murmurant des mots incompréhensibles. La nuit, les serviteurs juraient entendre une seconde voix, plus grave et froide, répondant aux murmures de Yaya. Mais personne n'osait l'affronter. Ses yeux, autrefois vifs et curieux, reflétaient maintenant quelque chose de profond, une obscurité que personne ne pouvait comprendre. Les années passèrent, et le comportement de Yaya ne fit qu'empirer. Les médecins appelés pour examiner son état parlaient de troubles mentaux, quelque chose que la science de l'époque peinait à comprendre. Pourtant, il y avait quelque chose dans la maison, quelque chose dans la présence même de Yaya, qui faisait frissonner les visiteurs. Ce n'était pas seulement une maladie, c'était comme si des forces anciennes, cachées dans les ombres du monde, s'étaient approchées d'elle. Les décès dans la famille Frère ne cessèrent pas. 2 autres proches succombèrent à d'étranges accidents, et des chuchotements commencèrent à pointer la jeune héritière. Certains disaient qu'elle apportait avec elle une malédiction, d'autres, plus audacieux, croyaient qu'elle avait fait un pacte sinistre avec l'au-delà. La vérité, cependant, était bien pire.
Une nuit, pendant l'une des tempêtes les plus violentes que Sao Paulo ait jamais connues, des cris encore plus intenses que d'habitude résonnèrent dans le manoir. Les tonnerres semblaient répondre aux hurlements de Yaya, et les éclairs illuminaient les fenêtres de la maison comme si la nature elle-même était en harmonie avec l'horreur qui s'y déroulait. Lorsque les employés coururent vers la chambre de la jeune femme, ils la trouvèrent étendue sur le sol, le corps contorsionné de manière grotesque, les yeux écarquillés et fixés au plafond, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Elle survécut à cette nuit-là, mais ce qui restait de l'ancienne Yaya avait disparu pour toujours. Avec le temps, la famille décida que Yaya devait être maintenue en réclusion, loin des regards du public. Le manoir devint sa prison. Enfermée dans ses appartements, la jeune femme, désormais adulte, passait ses jours et ses nuits en complet isolement. La maison, qui autrefois exhalait la vie et le luxe, était devenue un mausolée de murs froids et de couloirs vides. Peu d'employés osaient y rester longtemps, la peur les consumait. On disait que la maison murmurait la nuit, que des voix anciennes, venant d'un endroit oublié, résonnaient dans les couloirs. Dans les rares moments où elle était vue, Yaya ne semblait plus humaine. Sa peau était pâle comme le marbre, ses yeux enfoncés et sans vie, murmurant toujours des mots dans une langue que personne ne reconnaissait. Lorsque quelques courageux osaient s'approcher d'elle, un rire bas et perturbant s'échappait de ses lèvres, comme si elle partageait un secret avec quelque chose d'invisible au monde extérieur. Rapidement, même les employés les plus fidèles partirent, laissant la maison à l'abandon, avec Yaya et ses fantômes. Mais ceux qui passaient dans la rue la nuit juraient avoir vu la silhouette d'une femme aux fenêtres, toujours observant, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Les légendes sur la maison commencèrent à se répandre. L'idée que l'âme de Yaya était piégée dans cet endroit gagna rapidement en force. Les récits de visiteurs ayant ressenti des frissons inexplicables, ayant entendu des rires macabres résonnant dans les couloirs ou ayant vu des portes se fermer seules, devinrent fréquents. Beaucoup croyaient que Yaya n'était jamais vraiment morte. Son corps avait péri, mais son âme, alimentée par le tourment et par les voix qui la hantaient, demeurait vivante, errant dans le manoir. Il y avait encore beaucoup à dévoiler dans la vie mystérieuse de Dona Yaya et dans les horreurs que son manoir cachait. Les années s'écoulaient, et le manoir de Dona Yaya s'enfonçait de plus en plus dans un silence sinistre. Les rares visites que la maison recevait étaient rares et se terminaient toujours par les mêmes mots « Il y a quelque chose de mauvais dans cet endroit ». La réclusion de Yaya n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Quelque chose là, caché dans les ombres, semblait guetter, comme si la maison était vivante, attendant le moment opportun pour se manifester. À un certain moment, Yaya ne recevait plus la lumière du jour. Ses fenêtres, autrefois grandes et ornées, furent scellées avec des planches épaisses. L'odeur de bois pourri et de moisi s'infiltrait dans les pièces. Les quelques employés restants évitaient sa chambre, mais la nuit, ils pouvaient entendre des murmures bas et inquiétants s'échapper par les fissures de la porte. Quelque chose, ou quelqu'un, continuait à lui parler. Bien que ces mots fussent incompréhensibles, ils apportaient un poids de désespoir et de folie. Dans la ville, les rumeurs s'intensifiaient. L'histoire de Dona Yaya avait cessé d'être une simple tragédie familiale pour devenir un récit d'horreur. On disait qu'en arrière des planches et des rideaux, Yaya parlait avec des entités de l'autre côté, des êtres dont la présence seule elle pouvait sentir. Elle était lentement consumée par des forces que personne ne pouvait nommer, mais qui semblaient affamées par son âme. Un jour, un jeune médecin, audacieux et sceptique, fut appelé pour évaluer son état. Il avait entendu les histoires, mais en tant qu'homme de science, il refusait de croire aux superstitions. En entrant dans la maison, il ressentit un froid intense, presque surnaturel, qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Mais ce n'était pas cela qui le perturbait. Lorsque finalement il s'approcha de la chambre de Yaya, quelque chose en lui hésita. La sensation d'être observé le prit par surprise. Ce n'était pas la présence d'une personne vivante. C'était quelque chose de plus dense, de plus ancien,
comme si les ombres avaient des yeux. En ouvrant la porte de la chambre, la vision le hantait pour le reste de sa vie. Yaya, désormais une figure fragile et squelettique, était assise sur une chaise berçante, ses longs cheveux emmêlés couvraient une grande partie de son visage. Mais ce qui lui glaça le sang fut le faible sourire qu'elle afficha en le voyant. Ce n'était pas un sourire d'accueil, mais quelque chose de chargé de malveillance, comme si elle savait quelque chose qu'il ne savait pas. Les mots qui sortirent de sa bouche, presque dans un murmure, résonnèrent dans la chambre vide. « Ils sont là. Tu ne les vois pas ?» Le médecin sortit rapidement, incapable de formuler une réponse. Son esprit, autrefois logique et rationnel, avait été ébranlé. Il ne revint jamais au manoir. Après l'incident avec le médecin, le mystère entourant Dona Yaya ne fit que croître. Personne d'autre n'osa franchir les portes de la propriété. Même les derniers serviteurs, consumés par la peur, commencèrent à quitter la maison un à un, jusqu'à ce que, finalement, Yaya se retrouva complètement seul. Le manoir, désormais dépourvu de vie humaine, semblait acquérir un caractère propre, une présence maléfique qui dominait tous les coins. Mais ce fut après la mort officielle de Yaya, en 1961, que la véritable terreur s'installa. Bien que son corps ait été enterré, l'esprit de Yaya semblait ne pas avoir quitté les lieux. Des témoins affirmaient voir sa silhouette pâle et fantomatique à la fenêtre, avec les mêmes yeux vitreux qui terrifiaient tout le monde. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans son regard, comme si elle attendait encore quelqu'un, ou quelque chose. Les visiteurs qui, par curiosité morbide, osaient s'approcher de la maison la nuit, rapportaient des rencontres avec des phénomènes troublants. Des cris stridents déchiraient le silence de la nuit. Les murs de la maison, vieux et décadents, craquaient comme si quelque chose les pressait de l'intérieur. Il y avait des récits de personnes qui, en passant par le portail, ressentaient une main invisible les repousser, comme si l'esprit de Yaya protégeait l'endroit. L'une des histoires les plus connues est celle d'un groupe d'étudiants qui, motivés par la légende, décidèrent d'enquêter sur la maison lors d'une nuit d'automne. Ils avaient entendu parler des événements surnaturels, avec une bravoure insensée, résolurent d'explorer les lieux. En entrant, ils sentirent immédiatement l'air lourd, presque impossible à respirer. Mais ce qui les paralysa réellement fut le bruit. Des rires. Des rires d'enfants doux et légers, comme si un enfant jouait dans les pièces abandonnées. À chaque pas qu'il faisait, les rires devenaient plus forts, plus proches. Les fenêtres se fermaient avec des fracas assourdissants, et les ombres sur les murs semblaient se contorsionner, formant des silhouettes humaines. Lorsqu'ils arrivèrent dans la salle principale, une porte s'ouvrit avec un grincement long et douloureux, révélant la chambre de Yaya. Au centre, une chaise berçante. Et, pendant un bref instant, ils jurèrent avoir vu la silhouette d'une femme assise dessus, les longs cheveux en désordre couvrant son visage, comme un voile de désespoir. Paniqués, les étudiants s'enfuirent, mais quelque chose avait changé. L'un d'eux, quelques semaines plus tard, commença à exhiber les mêmes signes que, des décennies auparavant, avaient affecté Yaya. Il murmurait seul, regardant toujours le vide, et disait entendre des voix. Son destin fut tragique, tout comme celui de Dona Yaya. La légende du manoir ne cessa de croître. L'endroit, encore aujourd'hui, demeure un mystère, un souvenir silencieux que certaines âmes ne trouvent jamais la paix. Le manoir de Dona Yaya, désormais totalement enveloppé par des histoires de hantise, devenait une attraction sinistre. Même ceux qui n'avaient jamais mis les pieds dans cet endroit connaissaient les histoires, et, comme si le destin lui-même conspirait, la maison attirait curieux, sceptiques et ceux qui cherchaient un contact avec le surnaturel. La peur et le fasciné allaient de pair. Cependant, avec le temps, le lieu fut officiellement cédé à l'Université de São Paulo, qui décida de transformer l'ancienne résidence en un centre culturel. Les rénovations commencèrent, mais rapidement, les ouvriers se heurtèrent à une série d'événements inexplicables. Des marteaux disparaissaient mystérieusement, des outils changeaient de place,
et des ombres semblaient se mouvoir lorsque personne ne les regardait directement. Certains disaient ressentir une présence constante, comme s'ils étaient surveillés. La sensation que Yahya habitait encore cet espace devenait indéniable pour beaucoup. Un jour, lors de la démolition d'un vieux mur, les travailleurs trouvèrent quelque chose de macabre. Caché entre les planches, un vieux journal, poussiéreux et presque désintégré par le temps. Le journal, qui appartenait à Yahya elle-même, était rempli de gribouillis désordonnés, de mots déconnectés qui faisaient peu de sens. Mais parmi les pages jaunies, il y avait des extraits qui glacèrent le sang de ceux qui les lirent. Ils viennent la nuit. Je ne peux pas voir leur visage, mais je sens leurs mains froides. La chambre n'est jamais vide. Ils parlent avec moi, m'appellent toujours. Ils disent que la maison est à eux, mais elle m'appartient encore. Je suis la gardienne. Les dernières paroles étaient les plus troublantes. Je ne partirai pas. Ils devront attendre après moi. Cela scella le destin de la maison. Bien que l'université ait poursuivi ses plans de transformation en centre culturel, peu osaient entrer seuls dans les couloirs sombres. Les gardes effectuant la ronde nocturne rapportaient des bruits inexplicables, des pas résonnants dans les escaliers, des rires lointains, et même l'image d'une femme errant parmi les ombres. Cependant, ce n'était pas seulement l'esprit de Dona Yahya qui hantait les lieux. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui était là bien avant elle. Les murs portaient le poids d'une énergie ancienne, et certains chercheurs et historiens commencèrent à enquêter sur les origines de la propriété. Ils découvrirent que le terrain sur lequel le manoir avait été construit appartenait, dans le passé, à une ancienne ferme coloniale, où des rituels d'esclavage et de violence extrême avaient eu lieu. On disait que les cris des âmes tourmentées résonnaient dans les lieux, créant une atmosphère dense, suffocante. Ce que beaucoup ne savaient pas, c'est qu'avant que le manoir ne soit érigé, ce sol avait déjà été consacré à quelque chose d'obscur. Une légende bien plus ancienne que Yahya, oubliée dans les plis du temps, impliquait les premiers colons de la région. Selon les récits récupérés dans de vieux documents, des rituels païens auraient été réalisés là pour apaiser des forces invisibles, des esprits de la terre qui, une fois troublés, ne permettaient jamais la paix des vivants. Sébastiana, en s'isolant, semblait avoir réveillé ses forces endormies. Sa vulnérabilité mentale et spirituelle l'avait transformée en une sorte de conductrice pour ces spectres, et au lieu de les apaiser, elle les avait nourris. Chaque chuchotement qu'elle entendait, chaque vision qu'elle avait, n'était pas seulement le fruit de son esprit fragmenté. Elle était devenue partie d'un cycle bien plus terrifiant, un cycle qui avait déjà consumé d'autres avant elle et qui continuerait à revendiquer de nouvelles victimes. Parmi les légendes qui entourent le manoir, l'une des plus glaçantes concerne un vieux miroir qui se trouvait dans la chambre de Dona Yahya. On disait que le miroir, avec son cadre en bois sombre et ses gravures intriquées, était la fenêtre par laquelle Yahya communiquait avec les autres. Les employés juraient que, certaines nuits, en nettoyant le miroir, ils pouvaient voir des formes indistinctes se mouvoir derrière leur propre reflet, comme si quelque chose guettait de l'autre côté. Au fil des années, le miroir était devenu un objet maudit. Les visiteurs qui osaient l'affronter trop longtemps rapportaient des visions troublantes, des visages défigurés, des silhouettes encapuchonnées et des scènes de violence. Certains affirmaient qu'en plongeant leur regard dans le miroir, ils pouvaient entendre une voix douce et macabre les appelant par leur nom. Ceux qui passaient le plus de temps devant le miroir décrivaient la sensation d'être attirés à l'intérieur, comme si le verre était liquide et que le monde au-delà voulait les engloutir. On racontait même que Yahya, dans ses moments de folie les plus profonds, croyait que le miroir était une porte vers un autre monde, un royaume où ses tourments physiques cesseraient, mais son âme ne trouverait jamais le repos. Elle passait des heures devant le miroir, chuchotant, riant seule, traçant des lignes invisibles dans l'air comme si elle tentait d'ouvrir ce passage vers l'au-delà. Quand elle mourut enfin, on dit que le miroir devint noir pendant 3 jours entiers, ne reflétant que le vide. Après ce temps, la surface retrouva son apparence normale, mais personne n'osa plus rester trop longtemps devant lui.
Au fil des ans, la renommée de la maison de Dona Yaya se répandit, attirant non seulement les curieux, mais aussi des enquêteurs paranormaux et des praticiens de l'occulte. Une équipe d'experts décida qu'il était temps d'affronter les mystères entourant la maison. Armés d'équipements d'enregistrement et de caméras haute définition, ils se préparèrent pour une longue nuit de veille. En entrant dans la maison, l'atmosphère les enveloppa immédiatement, comme une brume glaciale semblant descendre des murs. La première heure fut calme, mais la tension augmentait à mesure que l'obscurité devenait plus profonde. Des chuchotements inexplicables commencèrent à résonner, presque comme des échos de conversations passées. À des membres de l'équipe, une sensitive nommée Anna, commença à sentir une pression sur sa poitrine, comme si quelque chose essayait de communiquer avec elle. Elle s'éloigna alors du groupe et se dirigea vers la chambre de Yaya, où se trouvait le vieux miroir. Avec une lampe de poche à la main et le cœur battant, Anna fit face au reflet. Au début, elle ne vit rien d'autre que son propre visage, mais au fur et à mesure que le temps passait, l'image commença à changer. Elle vit une ombre se former derrière elle, une silhouette sculptée dans les ténèbres, avec des yeux qui semblaient briller comme du charbon enflammé. Sur un coup de tête, Anna tendit la main vers le miroir, comme si elle voulait toucher ce qui était là. À ce moment-là, un cri perçant résonna dans la maison, faisant courir le reste de l'équipe dans sa direction. En entrant dans la chambre, ils trouvèrent Anna paralysée, les yeux fixés sur le miroir. Sa respiration était rapide et haletante, et l'expression sur son visage reflétait une terreur absolue. « Elle est ici !» s'écria Anna, et avant qu'elle puisse expliquer, la lampe de poche qu'elle tenait s'éteignit, plongeant la chambre dans une obscurité totale. Le groupe, terrifié, commença à entendre des rires d'enfants résonner dans l'espace, mêlés à une voix grave disant « Elle n'est plus à vous. Elle est à nous. » La terreur s'empara du groupe. En essayant de fuir la chambre, les portes se fermèrent avec fracas, comme si une force invisible contrôlait la maison. Un à un, ils commencèrent à ressentir un poids insupportable sur leur poitrine, comme si quelque chose drainait leurs énergies. Les lumières des caméras clignotaient, capturant des éclairs d'images que personne ne voulait voir. Des ombres dansaient sur les murs, formant des figures grotesques qui semblaient se nourrir de leur peur. Anna, reprenant momentanément ses esprits, commença à psalmodier une prière ancienne qu'elle connaissait. Les mots sortaient de ses lèvres comme un mantra, chaque syllabe vibrant dans l'air lourd de la salle. Elle sentait que, d'une certaine manière, cela pourrait éloigner la présence sombre. Cependant, la réponse vint sous la forme d'une vague de froid percutante, comme si l'air même était retiré de ses poumons. « Tu ne peux pas nous arrêter », la voix sombre résonna, faisant écho dans les murs de la chambre. « Nous sommes ici depuis avant que tu n'existes, et nous avons faim. » Avec un dernier effort, Anna se dirigea vers le miroir et, dans un acte désespéré, toucha sa surface. Le reflet l'absorba, et en un instant, l'équipe vit une lumière intense illuminer la chambre. Puis, dans un éclair, Anna disparut. Le silence qui suivit fut assourdissant, et le groupe resta paralysé, ne sachant comment réagir. Au moment où les portes s'ouvrirent enfin, ils coururent, sans regarder en arrière, laissant la maison de Dona Yaya avec le cœur battant et le corps gelé. Ce qui était arrivé à Anna resta à jamais dans l'air, un mystère qui résonnerait dans les conversations sur la maison. L'histoire de l'équipe d'enquêteurs se répandit rapidement, ajoutant une nouvelle couche à la légende de Dona Yaya. Ceux qui entendirent ce qui était arrivé devinrent encore plus prudents. La maison, maintenant un monument à l'inconnu, attirait à la fois les curieux et les craintifs. Et à mesure que de plus en plus de personnes commençaient à s'approcher du manoir abandonné, plus d'échos du passé commençaient à ressurgir. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Lucas, un étudiant en histoire qui avait toujours été fasciné par les histoires de hantises et par la vie tragique de Dona Yaya. Il passait des heures à la bibliothèque de l'université à rechercher des informations sur la maison, sentant qu'il y avait d'une manière ou d'une autre une connexion avec le passé qui devait être déchiffrée.
Au cours de ses investigations, Lucas trouva des références à d'anciens rituels qui avaient été réalisés sur la propriété bien avant que Yaya n'y vive. Les archives parlaient de cérémonies pour apaiser les esprits troublés, qui étaient offerts aux dieux ancestraux en échange de protection et de prospérité. Mais les rituels furent interrompus brusquement lorsque le manoir fut construit, provoquant la colère des êtres qui habitaient le sol. Lucas décida qu'il devait se rendre à la maison, non seulement par curiosité, mais pour comprendre le lien entre les esprits du passé et les phénomènes qui tourmentaient encore la propriété. Il rassembla quelques amis, lors d'une nuit de pleine lune, entra dans la maison avec des lampes de poche, des caméras et un cœur plein de courage. Dès qu'ils franchirent le seuil de l'entrée, ils ressentirent le même froid mordant que les autres visiteurs avaient rapporté. L'air était lourd, presque suffocant, et l'atmosphère vibrait d'une énergie qui leur faisait sentir qu'ils étaient observés. En explorant, les ombres semblaient s'agiter, comme si elles dansaient en réponse à leur présence. En arrivant dans la chambre de Dona Yaya, Lucas décida qu'il était temps d'effectuer un petit rituel. Il avait appris quelques mots de protection et espérait que cela pourrait apaiser les âmes troublées de la maison. Avec un cercle de sel qu'il traça sur le sol et quelques bougies qu'il alluma, il commença à chanter les mots qu'il avait étudiés. Cependant, à mesure que les mots sortaient de sa bouche, une force invisible commença à réagir. Les bougies vacillaient violemment, et un vent fort surgit de nulle part, faisant en sorte que les ombres autour semblaient prendre vie. Lucas se sentait renforcé par la connexion avec l'histoire, mais en même temps terrifié par la réponse qu'il était en train d'évoquer. Puis, un rire guttural et profond résonna dans la pièce. L'atmosphère changea radicalement, et les murs semblèrent pulser, comme si quelque chose se réveillait. Lucas ne comprenait pas ce qui se passait, mais savait que les forces qu'il avait tenté d'apaiser étaient maintenant bien plus éveillées. « Que voulez-vous » cria-t-il, la voix tremblante. « Si vous êtes un esprit, dites ce dont vous avez besoin. » Et, pour son horreur, les réponses commencèrent à surgir. Des voix en chœur résonnèrent dans la pièce, se mêlant à des rires et à des cris. Le mur derrière lui se déforma, révélant une ombre humaine, une figure encapuchonnée qui semblait se tordre dans un cauchemar. Lucas, rassemblant son courage, fit un mouvement pour avancer, mais la figure se dissipa dans un flou sombre, disparaissant en un instant. L'atmosphère dans la chambre de Dona Yaya devenait de plus en plus oppressive. Les voix résonnaient, grandissant en intensité, comme si un cœur d'âme tourmenté appelait à la libération. Lucas ressentit un frisson parcourir son échine, et une peur profonde commença à envahir lui et ses amis. La figure encapuchonnée avait disparu, mais la sensation que quelque chose de maléfique s'apprêtait à se manifester grandissait. Désespéré de calmer les esprits, Lucas se souvint d'un passage qu'il avait lu dans ses études sur un ancien rituel de libération. Il savait qu'il aurait besoin de courage et de détermination pour exécuter ce qu'il s'apprêtait à faire. Si les voix appelaient à l'aide, il ne pouvait pas reculer. Avec un profond soupir, Lucas se tourna vers ses amis. « Nous devons le faire ensemble. Si nous sommes forts, peut-être pourrons-nous aider ces âmes à trouver la paix. » Ils acquiescèrent, leurs expressions reflétant un mélange de peur et de détermination. Lucas commença à chanter les mots du rituel qu'il avait mémorisé, demandant pardon et compréhension au nom des âmes piégées. Ses amis se joignirent à lui, formant un cercle autour de l'espace, leurs mains unies et leurs cœurs battant à l'unisson. Dès qu'ils commencèrent, les bougies dans la pièce brillèrent intensément, illuminant les visages des jeunes prêts à affronter l'inconnu. À mesure que le rituel avançait, une présence forte commença à se manifester. L'air devint glacial, et l'ombre qui avait disparu précédemment commença à se reformer. Cette fois, elle était plus intense, plus proche. Les yeux de la figure semblaient brûler comme des braises, et un rire cruel résonna dans la pièce, brisant la sérénité du moment. « Vous pensez pouvoir me stopper ?» La voix résonna, grave et déformée. « Je suis la gardienne de cet endroit. Ici,
vous ne trouverez pas la paix, seulement de la douleur. Les mots de l'entité résonnaient avec un pouvoir si intense que les amis de Lucas hésitèrent, leurs mains tremblant. Mais il ne recula pas. Il sentit que la seule façon de briser le cycle de douleur était d'affronter cette force sombre de front. Il continua à répéter les mots du rituel, et sa voix, contrairement à ses mains, devenait de plus en plus ferme. Alors que Lucas se concentrait, quelque chose commença à changer. Les voix des âmes tourmentées devinrent plus claires, plus proches, et les ombres sur les murs semblaient s'agiter en réponse. Il pouvait sentir la présence de Dona Yaya s'approcher, comme une lumière dans l'obscurité. La figure encapuchonnée commença à hésiter, reculant au fond de la chambre. « Dona Yaya, dit Lucas, sa voix pleine de compassion. Si tu es ici, nous avons besoin de ton aide. Ne laisse pas ces forces te dominer. Libère-toi. » Avec un cri qui résonna à travers la maison, la figure se dissipa en un nu d'ombre, et les voix commencèrent à se mêler en une lamentation aiguë. La chambre devint plus froide, et le sol semblait trembler sous leurs pieds. Les bougies commencèrent à s'éteindre une à une, et un silence sépulcral envahit l'environnement. Enfin, dans un dernier effort, Lucas cria « Libère-toi et trouve la paix ». À cet instant, une lumière intense jaillit du miroir, enveloppant la pièce d'un éclat éblouissant. Lucas ressentit une vague de chaleur et de lumière remplissant l'espace, comme si toute la maison s'illuminait. La figure encapuchonnée poussa un cri de rage et de douleur avant d'être engloutie par la lumière, disparaissant dans un éclat doré. Dès que la lumière disparut, un profond silence envahit la chambre. Lucas et ses amis, épuisés et étourdis, échangèrent des regards, incrédules face à ce qui venait de se passer. Le miroir, autrefois opaque et sombre, réfléchissait désormais une image claire et sereine, comme si la maison avait enfin trouvé la paix. Les jeunes se sentirent soulagés, mais une profonde tristesse s'empara d'eux. Ils savaient qu'ils avaient affronté des forces allant bien au-delà de la compréhension humaine. Même s'ils avaient réussi à aider les âmes, l'expérience avait laissé ses marques. Les légendes sur Dona Yaya et sa maison ne cesseraient jamais d'exister, mais maintenant, il y avait une nouvelle histoire, une de libération. Avec le cœur lourd, ils quittèrent la maison, sentant que, d'une certaine manière, la présence de Yaya et des âmes qui l'accompagnaient avait enfin trouvé le repos. En franchissant le seuil de la porte, Lucas se retourna et vit une figure féminine en robe blanche, avec un sourire doux et reconnaissant. C'était Dona Yaya, enfin libre. La maison, bien qu'elle demeure un mystère pour beaucoup, était devenue un symbole d'espoir et de rédemption. Et alors que le soleil se couchait derrière les collines, l'obscurité qui avait autrefois dominé la maison fut remplacée par la lumière de la libération.